Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it. Alors, non, je vais faire une petite captatio benevolentia, comme disaient les latins. C'est-à-dire, je suis la seule relatrice qui ne parle pas dans sa langue maternelle. Donc, voilà. Alors, je parlerai de transfert. Très bien, OK. Alors, dans le transfert se manifeste la possibilité de travailler aussi autour d'une ère archaïque de l'existence, influente, mais qui peut être morte. Cette ère, qui me semble impliquée bien aussi dans les addictions que dans les dépressions. Je pense qu'il y a beaucoup de dépressions qui sont des dépendances cachées. Alors, il s'est dit que la dépression est la maladie dominante du siècle dernier, mais aussi du nouveau millénaire. Mais combien de dépressions ne sont qu'une conséquence de la dépendance? Cette hypothèse part d'un constat que j'observe depuis des années, à savoir qu'une dépression se peut déclencher lorsqu'on perd la personne, pas seulement l'objet, l'objet perdu, mais la personne dont on dépend. L'ère archaïque se forme au cours des premières expériences précoces, dont Hélène nous a parlé ce matin. Et il arrive qu'une mère transmette à son enfant ce que Jacques Lacan appelle le sentiment de la vie. Il appelle ça dans le texte une question préliminaire pour la psychose. Tout en parlant de Schreber, Lacan dit que la psychose est en désordre. Vous voulez de l'eau? Tout en parlant de Schreber, Lacan dit que la psychose est en désordre provoqué à la jointure la plus intime du sentiment de la vie chez les sujets. Fin de la citation. Le sentiment de la vie, c'est la possibilité de se percevoir comme un sujet dans le monde, un sujet non excessivement fragmenté, où la fonction du homme de père a pu être un peu véhiculée par la mère. Il s'agit de la capacité à percevoir une certaine continuité de l'existence et une connexion suffisante au monde. Dans la psychose, ce sentiment se désintègre. Une mère peut se retrouver dans un déficit vital dû à sa propre histoire et, même si elle le souhaite, elle pourrait avoir du mal à transmettre ce sentiment originel. Le sentiment de la vie pourrait être transmis de la mère à l'enfant de manière dérégulée, non seulement par pénurie, minus maternelle, mais aussi par excès, plus maternel. Expériences primitives dues à une fragilité du homme de père qui constitueront l'inconscient non refoulé. C'est dans cet inconscient archaïque préverbal qui se forment les fantasmes, les affects, les défenses de l'enfant. Dans ces lieux sans parole, la capacité d'invention humaine trouve également ses racines, la poésie, la musique, mais aussi l'émergence des idées scientifiques, théoriques, de la vie artistique. Tout cela prend source sur ces anciennes et précoces expériences déposées dans cet inconscient non refoulé. Premier cas, j'appelle Véronica. Véronica a été abandonnée dès les premiers mois de sa grossesse par son partenaire qui est tombé amoureux d'un autre. Elle décide de garder l'enfant
car à l'époque, elle s'imaginait encore pouvoir ainsi reconstituer le couple. Illusion inconsciemment confiée à l'enfant à naître, désirée surtout par le père. Lors de la 3e séance, Véronica me parle d'un film qui a récemment déclenché chez elle une angoisse de mort. Il s'agit de Prestige. C'est un film de Christopher Nolan. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça vaut la peine. C'est l'histoire de deux illusionnistes en compétition dans la Londres au début du XXe siècle. Au cours du film, une machine qui pouvait créer un clone qui apparaissait loin de la scène, dans un endroit inaccessible avec la seule force humaine. Le clone était parfait et conservait même les souvenirs du sujet. Le film de Nolan est une vision tragique du thème du double. À la fin du spectacle de magie, un seul des deux restait en vie, mais on ne savait pas si c'était le double ou l'authentique. L'angoisse des morts de Véronica se déchaîne vers la fin, où, de manière effrayante, apparaît une série de couvées utérus scellées, chacune contenant un clone, un double, ou bien la véritable matrice, qui est tombée dedans à la fin du spectacle. Le clone, pour elle, représente l'enfant. À qui a-t-il pris la vie? Véronica le dit, à elle. C'est une femme qui a parcouru le monde de l'Australie à la Chine et qui possède également une spécialisation acquise à Londres. Je la cite. « Le clone, c'est mon angoisse de vivre la vie d'une autre, comme si quelqu'un avait fait des choix à ma place. Avant, je savais que je pouvais me débrouiller dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, j'en suis plus sûre. » Fin de la citation. D'où pourrait émerger en elle le sentiment de la vie à transmettre à son enfant? Il y a peut-être une voie, celle de retrouver la femme qui maintenant est noyée dans la mer, de retrouver son désir impropre. Un autre élément a pu déclencher son angoisse. Dans le film, l'un des deux protagonistes, en prononçant le monologue final, alors qu'il est en train de mourir, dit à son rival que, l'on peut même arriver à se tuer pour donner à l'autre, dans ce cas-là au public, dans le cas de Véronique au père de l'enfant, ce qu'il veut. C'est ce qu'a fait Véronique en gardant le bébé, désiré avant tout par son compagnon. Seconde vignette, très intéressante, qui convoque la voix. Cette cas, c'est la pianiste qui ne pouvait pas chanter. Lors des premiers échanges, elle essentiellement présente la voix de la mère. Les transferts analytiques ne concernent pas seulement la parole, mais aussi la voix. Inconscient, implicite, non refoulé, non linguistique. C'est l'aura est l'apostrophe, des mots. C'est l'aura des mots qui fait trauma. La couleur, l'absence de couleur, les sons, le bruit de la gorge, les silences. La voix, inscription affective chez l'enfant, peut activer cette zone archaïque de la mémoire. Si quelque chose ne s'est pas produit, si par exemple il n'y a pas eu de jubilation en face à l'altérité de l'enfant, le sujet
peut se sentir blessée à la racine de son être. C'est le cas de Bruna. Bruna, c'est la pianiste qui ne pouvait pas chanter. Si l'on reprend l'expression de Lacan, selon laquelle la psychose est un désordre provoqué à la jointure plus intime du sentiment de la vie chez le sujet, cette jointure la plus intime dont il nous parle, qu'est-ce que c'est donc? Je ne sais pas comment dire. Sinon, la première jointure avec la mère. La musicalité du transfert pourrait agir comme contrepoint au faible désir maternel pour la vie de l'enfant. C'est une question. Et à la vie de l'enfant, j'avais fait un ajout en crayon, je n'arrivais pas à le lire, et à la folie maternelle, comme nous le dit Marguerite Duras. Ce lieu sombre, non linguistique, maternel, minoenne, mycénienne, est, comme l'écrit Freud, difficile à faire revivre. Mais pourtant, dans le transfert, la voix peut le faire vibrer. Dans la voix de l'analyste, le patient pourra récupérer-t-il un sentiment de la vie, ou on pourra cerner la chose dans ce transfert. On peut faire la liaison entre le transfert et une œuvre d'art, si vous voulez, musicale ou pas. Alors, selon mon expérience, tout ce qui concerne la voix artistique puise dans ces précieux réservoirs de mémoire archaïque. Ceux qui n'arrivent pas à chanter ont souvent, maintenant c'est la professeure de chant qui parle, c'est pas l'analyste. Ceux qui n'arrivent pas à chanter ont souvent une blessure à ce niveau. Dans la musique, dans la voix et dans les transferts analytiques, Bruna a pu trouver une nouvelle naissance, comme elle dit, et une rectification à ce qu'André Green appelle la mère morte, celle que Bruna a senti avoir. Une mère psychiquement morte aux yeux de l'enfant, mère déprimée suite à la perte d'un être cher ou d'un avortement gardé secret ou en blessure conséquente à un amour non partagé. L'analyste remodule ces noyaux froids qui brûlent et anesthésient, La mère morte ne transmet pas l'intérêt vers des objets vivants, mais l'enfant s'attarde en vain à réanimer la mère, ou celui ou celle qui prendra sa place. Bruna travaillait avec moi sur les versants vocaux alors qu'elle était en analyse avec une collègue. Elle travaillait sur les deux côtés. Bruna était un pianiste qui avait honte de sa voix. Au début, le son de sa voix était rigide, pauvre en couleurs et contrastes, volume et timbre. L'un des adjectifs utilisés par Green pour désigner la mère morte est précisément atone. Exactement comme l'était la voix de Bruna. Mais un jour, lorsque d'une séance de voix, où les transferts, il y a aussi des transferts dans les séances de voix, où le transfert se fit sentir avec une intensité particulière, elle a pu aborder des pièces difficiles avec une puissance et une rondeur qui m'ont d'abord étonnée. Bruna préférait normalement jouer et chanter dans la tonalité du si. La tonalité du si, c'est la tonalité, comment on peut dire, c'est la dernière avant le do, qui c'est le central. Mais ce jour-là, nous avons dû élever les morceaux sur lesquels nous travaillons pour atteindre la tonalité de do dièse, c'est-à-dire 2 demi-tons plus haut. C'est beaucoup.
Lorsqu'elle a franchi ma porte, elle ressemblait vraiment à une personne si, ou peut-être si mineure. C'est-à-dire l'une de ces personnes qui marche presque sans toucher le sol, de peur de gêner. Mais ce jour-là, quelque chose en elle, pas seulement dans sa gorge, s'est ouvert. Et elle a pu dire que, avant, lorsqu'elle essayait de chanter, elle éprouvait des douleurs dans le corps. Elle pleurait. Parce que si elle ouvrait la bouche, elle avait l'impression qu'elle ne faisait qu'extérioriser les noyaux froids de sa mère morte, qui lui congélait les sons et les émotions. J'ai rencontré aussi des personnes d'eau, d'eau, la note centrale, pleines d'énergie et de positivité, parfois même un peu hautaine. En concordance avec les intervalles de l'échelle de Do, qui sont stables, pleins, sans surprise, sans perturbation, ces personnes semblent confortablement assises dans le fauteuil qui la vie a leur réservé. À l'opposé, il y a des personnes ici, une tonalité plus incertaine, suspendue, ou même dans le brouillon d'un si bémol. Si bémol, c'est encore plus instable. Tonalité dans laquelle sont souvent écrits les requiems ou les œuvres tristes et très intimes. Pour donner un exemple connu, le morceau Strange Fruits, enregistré par Billie Holiday, c'était une tonalité de si bémol mineur, que c'était la tonalité un peu basse de Billie Holiday et de son histoire de vie. Tu peux la chanter. Je peux Strange Fruits. Non, je ne peux pas. Strange Fruits, c'est vraiment... Non, parce qu'il y a des cris. À un certain point, il y a quelque chose de... C'est pas une chanson qui a des modulations. C'est une chanson, vraiment, c'est une cri, c'est un pleur, c'est quelque chose de pas chantable comme ça. Je peux chanter d'autres choses de Billie Holiday, si tu veux, mais pas Strange Fruits. Alors, donc, elle mourut aussi dans cette tonalité, Billie Holiday, seule, dans un lit d'hôpital. En effet, la mère de Billie Holiday était aussi une mère morte, qui était incapable de s'occuper de son bébé. Bruna, après un rêve où elle se mettait au monde, tous les analystes ont connu ça, non, chez ces patients, chez ces analysants. Elle se mettait au monde, se sentit, elle dit, libérée de cette répétition qui se jouait aussi dans ses relations amoureuses. En effet, elle reproduisait le premier amour inanimé avec la mère, avec une artiste déprimée dont elle ne pouvait pas se séparer, tout en ayant mis fin à la relation. Comme deux naufragés, ils continuaient à se voir et à avoir des relations physiques, car ils ne parvenaient pas à séparer leur corps. Cet amour mort reproduisait la mère morte, apparemment en vie, car toujours enceinte. Sous la grossesse, combien de plénitudes jubilantes cachent un noyau mortifère que l'on veut dissimuler derrière la grande rondeur du ventre. Je vais terminer en disant que un jour, Bruna me dit à propos de son analyse avec la collègue, guillemets, dans mon analyse, j'essayais de comprendre pourquoi mon analyste parlait beaucoup. Peut-être était parce que moi, je n'arrivais pas à parler, tout comme je ne savais pas chanter. Alors, elle, l'analyste, a commencé à parler pour moi et j'ai compris que sa parole m'a rendu la voix. Elle m'a réhabilité à parler et je l'ai associée au fait que, lors des séances vocales avec vous, je chantais parfois
sous vous. Et ainsi, vous me rendiez ma voix. Guillemets. Voilà un bel exemple qui montre que le transfert analytique est aussi un transfert vocal. Sans le savoir, la collègue analyste, sans qu'une ne sache de l'autre, la collègue analyste et moi, on peut modifier les settings. Une analyste lacanienne parle très peu et un professeur de chant ne doit pas chanter avec son élève. Ne doit pas chanter avec son élève. La voix, dans un transfert avec l'analyste et avec le professeur de chant, qui est aussi un analyste, mais est-ce que a fait bouger le blocage instauré par cette mère morte? Nous avons parlé des personnes do ou des personnes si mineures. Cela ne dépendrait pas de la manière dont chacun a été introduit au monde. N'est-ce pas la note du sentiment de la vie ou de la mort qui accompagne notre venue au monde? Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it